Bonsoir à tous. Je suis d'abord ravi de vous accueillir dans cet amphithéâtre en grand nombre. On pourrait prétendre que la pluie ou le changement d'heure milite pour converger vers les salles de conférence, mais j'en doute. Je pense que c'est parce que vous vous intéressez à la géopolitique et vous avez complètement raison de venir ce soir participer à cette séquence très importante, me semble-t-il, sur des enjeux géopolitiques majeurs qui pèsent sur le monde, et notamment la Chine dans le contexte actuel. Ça me semble être un vrai sujet d'intérêt. Je remercie naturellement l'Université de Toulon, avec laquelle nous sommes en partenariat pour ces cycles de conférences. Vous avez pu, durant votre installation, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tôt, parcourir les projections qui sont en arrière-plan, qui déclinent un petit peu l'activité de l'Institut Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Et les activités sont nombreuses, avec très récemment encore, le 27 et 28 septembre dernier, les rencontres stratégiques de la Méditerranée, organisées en partenariat avec la Fondation pour la recherche stratégique, que vous connaissez bien, Antoine Mondaz, puisque vous en venez, et j'y reviendrai dans un instant. Alors je ne boude pas mon plaisir sur un site comme celui de Toulon, où on a la base navale la plus importante d'Europe, de me présenter rapidement. Moi je suis général de corps aérien, donc il y a un aviateur à la FMES, qui participe à l'activité de nos sessions méditerranéennes, des sessions maritimes méditerranéennes, des sessions en format 5+5, mais ce n'est pas le sujet. Monsieur Mondaz, hier soir, en regardant les actualités, je ne pouvais pas vous oublier, puisque vous interveniez sur France 2, sur une tension relative, mais un fait qui avait saisi évidemment tous les décideurs entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, avec quelques tirs nombreux de la Corée du Nord, au moment où la Corée du Sud, avec son partenaire américain, s'entraînait, avec des moyens assez conséquents. Donc on voit bien que cette zone est une zone d'intérêt stratégique. Pouvait-on l'ignorer? En tout cas, vous allez nous le rappeler mieux que quiconque, parce que vous êtes un vrai connaisseur de cette zone. Et d'ailleurs, vous l'aviez déjà à maintes reprises démontré, pas pour l'Institut FMES, mais pour d'autres autorités institutionnelles, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, les Nations unies, l'OTAN, l'OCDE, des acteurs qui vous sollicitent pour avoir votre avis sur des questions stratégiques intéressant cette zone. Vous êtes docteur en sciences politiques, mais je vous laisserai peut-être... vous faites mille choses et vous êtes très sollicité, évidemment dans un contexte où la géopolitique, j'ai envie de dire, au-delà des parcours... je ne sais pas si on peut les qualifier de faits divers, mais l'actualité vit de moultes événements en ce moment, mais la géopolitique est au cœur des préoccupations de ce monde. Donc je pense que il est évidemment très intéressant d'avoir votre point de vue sur la Chine dans ce contexte géopolitique actuel. Je rappellerai qu'on vous avait déjà sollicité en 2019-2020 et on avait posé pour thème d'étude la Belt and Road Initiative, les nouvelles routes de la soie, leur influence en Méditerranée, parce que la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques se concentre sur un espace évidemment méditerranéen. Mais en fait, on s'aperçoit très vite qu'on va bien au-delà et que la recomposition géopolitique du monde, en tout cas, on l'observe. Et je pense qu'on a besoin de spécialistes pour pouvoir analyser dans le détail les différentes pistes potentielles qui se dessinent à un moment où la recomposition se manifeste avec une conflictualité qui n'a pas eu d'égal depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faut le reconnaître. Et moi, je suis toujours un peu dubitatif quand j'entends les gens parler de crise. C'est la guerre en Ukraine, c'est pas une crise. On a eu, et avec les nouvelles routes de la soie, avant que ça ne se produise, on a eu un avertissement sanitaire avec la crise du Covid-19, et c'est là où est revenu sur le devant de la scène l'autonomie, la souveraineté, l'autonomie stratégique dont on a cruellement besoin. Alors comment la bâtir, comment la construire dans un monde qui se recompose. Mais j'irai pas plus loin. Antoine, c'est toujours un immense plaisir de vous recevoir ici, avec l'Université de Toulon, avec l'Institut de la Fondation Méditerranéenne stratégique, et je ne doute pas que l'année prochaine, on va vous solliciter pour les rencontres stratégiques qui auront lieu en novembre, ça doit apparaître derrière vous, parce qu'on a besoin de ce panel d'experts, on a besoin de croiser les regards aussi, parce que j'ajoute que M. Mondaz n'a pas seulement une étude théorique des questions qui se produisent en Asie, mais il y va, il rencontre des acteurs, il anime des panels, il échange, il écoute,
Et donc en écoutant, il reçoit, et en recevant, il analyse, décrypte. Et c'est un peu le message qui est écrit ici, décrypter pour comprendre. Vous avez la parole. Merci Antoine. Je pense avoir compris que c'est ce micro qui fait du bruit, donc je vais essayer d'éviter de le toucher. Merci beaucoup, mon général, et bonsoir à tous. Ça est toujours un plaisir de venir à Toulon, que ce soit sur la base ou à l'extérieur. L'idée, c'était de commencer par peut-être 45 minutes pour aborder des grands enjeux liés à la Chine, peut-être commencer par le Congrès, passer un petit peu par Taïwan, par l'Ukraine, par les États-Unis, puis finir par l'Europe. On revient en Europe, et puis après qu'on puisse avoir au moins 30 minutes pour que je puisse répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir. Je n'ai pas prévu de parler de la Corée du Nord. J'avais fait ma thèse il y a plusieurs années sur les relations sino-nord-coréennes, donc on pourra évidemment en parler dans le contexte actuel, mais je vous laisserai poser des questions si cela vous intéresse. Le premier point, c'était peut-être de revenir sur ce fameux congrès, le 20e congrès du Parti communiste chinois, qui s'est en réalité terminé sans grande surprise il y a quelques jours. Le Congrès, c'est l'événement phare dans la vie politique chinoise et dans la vie politique du Parti communiste, qui aujourd'hui est un parti de plus de 95 millions de membres, c'est-à-dire plus grand que la population allemande, quasiment la taille de la population du Vietnam. Et ce 20e Congrès, en réalité, il ne clôt pas, mais il permet à une dynamique initiée il y a 10 ans de se poursuivre. Et cette dynamique, c'est celle commencée lors du 18e Congrès. C'était en octobre-novembre 2012, lorsque Xi Jinping a été nommé secrétaire général du parti. C'était donc maintenant il y a 10 ans. Il n'y a pas eu pendant ce congrès un changement de ligne. On a eu un cap fixé il y a 12 ans qui perdure. La Chine, de fait, à travers son parti, se radicalise et cela va continuer. La constitution, par exemple, du parti. Alors, en Chine, vous avez une constitution du parti et une constitution de la République populaire. Mais en 2022, c'est le parti qui se rassemble, c'est la constitution du parti qu'on peut réformer. Et puis vous verrez en mars 2023, lors du plénum, c'est l'occasion de changer la constitution de la République populaire. Mais là, on reste dans les affaires du parti. Cette constitution a été réformée pour inscrire en son sein la fameuse double confirmation. Vous savez, quand on travaille sur les questions chinoises, notamment de politique intérieure et sur la vie du parti, vous avez énormément de concepts qui sont mis en avant quasiment toutes les semaines et tous les mois. Alors qu'est-ce que la double confirmation ? C'est celle de la position centrale de Xi Jinping au sein du parti et celle du rôle directeur de la pensée de Xi Jinping. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de Xi Jinping, effectivement. Et ça marque tout simplement une double dynamique qui a été initiée il y a 10 ans maintenant, qui est une double concentration du pouvoir en réalité, dans la société autour du parti et dans le parti autour de Xi Jinping. Et ce 20e congrès, ça marque véritablement une culmination dans l'exercice du pouvoir et dans la concentration du pouvoir dans les mains du parti et surtout de Xi Jinping. Cette concentration du pouvoir, elle s'est notamment traduite lors de ce congrès, il y a quelques jours, à travers des nominations. Vous l'avez vu, vous avez généralement à la fin du congrès un petit groupe d'hommes, généralement, parce qu'il n'y a jamais eu aucune femme au sein du comité permanent du bureau politique, qui est mis en avant, et ces quelques hommes politiques chinois sont, entre guillemets, ceux qui gèrent le parti au plus haut niveau. Aujourd'hui, le comité permanent du bureau politique, c'est 7 personnes, 7 hommes. Vous avez dessous ce qu'on appelle un bureau politique, 25 personnes. Et puis un comité central. Il y en a 205 en ce moment. Ce qui est très intéressant, c'est le profil des gens qui sont choisis pour accompagner Xi Jinping. Donc Xi Jinping est l'un d'entre eux. On a donc 6 en plus. 2 qui étaient déjà présents depuis 2017, dont quelqu'un qui s'appelle Wang Runing, qui est très peu connu en France, mais qui est en quelque sorte l'idéologue du parti, très très proche de Xi Jinping. Et puis 4 nominations. Et les nominations, elles sont intéressantes parce qu'elles nous apprennent beaucoup de choses sur le fonctionnement du parti aujourd'hui, contrairement à il y a 10 ans. Pour la première fois, ces nominations, elles n'ont pas été faites pour respecter une sorte d'équilibre entre des courants politiques au sein du parti. Et les nominations, elles n'ont pas non plus été réalisées en fonction de principes et de méthodes habituelles, de pratiques habituelles, qui étaient celles notamment en matière de méritocratie et d'expérience. Un exemple simple, vous n'étiez pas nommé premier, alors c'est un peu l'équivalent d'un Premier ministre. Premier, c'est celui qui va gérer le Conseil des affaires d'État,
c'est-à-dire le gouvernement. Donc en dehors du parti, il a un rôle au sein du parti, mais il va être le numéro 2 du parti et gérer l'État, entre guillemets. Vous n'étiez pas premier ou Premier ministre quand vous n'aviez pas précédemment été vice-Premier ministre. Il y avait des questions d'expérience. Vous étiez vice-Premier ministre et ensuite premier. De la même façon, Xi Jinping, lui, avait monté les marches progressivement. En 2007, il était déjà dans ce comité permanent. Il avait été nommé vice-président et puis ensuite, il était devenu secrétaire général. Les 4 personnes qui ont été nommées, cette fois-ci, sont tous des proches de Xi Jinping. Des gens qui n'ont pas forcément autant d'expérience que les gens qui étaient nommés d'habitude, mais ils ont un mérite. Ils ont tous eu une carrière extrêmement proche de Xi Jinping. Vous avez par exemple son ancien directeur de cabinet. Vous avez le maire, ou l'équivalent, c'est-à-dire le secrétaire du parti de Shanghai, équivalent du maire de Shanghai, qui a été nommé, qui travaillait avec Xi Jinping dans la région du Fujian, qui est une région juste face à Taïwan, lorsque Xi Jinping y était lui-même secrétaire du parti il y a une vingtaine d'années. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir des nominations de gens uniquement extrêmement proches de Xi Jinping. Et ça marque de fait la poursuite de cette double concentration du pouvoir et de radicalisation. Par exemple, Li Qiang, celui que je mentionnais il y a quelques instants, le secrétaire du parti de Shanghai, et celui qui a été responsable de la mise en œuvre de la stratégie zéro Covid dans la ville au premier semestre. Et par exemple, sa nomination montre bien qu'il a parfaitement géré la crise sanitaire à Shanghai et que la question d'un changement de ligne sanitaire, de stratégie sanitaire, ne se pose pas du tout en Chine. On pourrait y revenir plus tard si vous le souhaitez, mais il y a évidemment des déterminants sanitaires et politiques qui expliquent que la Chine ne va pas changer sa stratégie zéro Covid. En matière de féminisation du parti, très rapidement, je vous disais, aucune femme parmi les membres du comité permanent, aucune femme non plus parmi les membres du bureau politique. Il y en avait une il y a ces 5 dernières années, désormais il n'y en a plus, et il y a seulement 5% de femmes au plus haut niveau du parti, dans les 205 membres du comité central. Ce qui est intéressant, et j'en finirai là avec le Congrès, c'est la mention de Taïwan. On en a beaucoup parlé. Alors ça arrive après les tensions du mois d'août, je vais en reparler, mais une précision a été ajoutée à la constitution du parti, qui dit que le parti s'oppose, je cite, résolument à l'indépendance de Taïwan et au mouvement sécessionniste. Alors, en réalité, ça ne change pas grand-chose. Le parti et la Chine s'opposent de fait, officiellement, depuis des années, à ce qu'ils appellent, eux, on en reviendra plus tard, à la sécession, à l'indépendance de Taïwan. Mais ce qui est intéressant, c'est que le parti, désormais, le met dans ses propres statuts. C'est-à-dire que la conquête, de fait, de Taïwan, ce qu'on appelle la réunification pacifique, est présentée comme une mission historique du parti. Et donc, le parti se lie les mains, entre guillemets, sur la question de Taïwan. Il n'y a qu'un objectif, et celui-ci doit se maintenir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut interpréter en partie cette volonté de parler beaucoup plus, et de plus en plus, de Taïwan, par la nécessité également du parti de trouver des nouveaux relais de sa légitimité. Pendant ces 10, 15, 20 dernières années, un des leviers de la légitimité du parti, c'était avant tout le développement économique. Alors, on a beaucoup entendu, si la Chine passe en dessous de 8% de croissance, il y aura de l'instabilité. Ça aurait été un peu plus compliqué que ça. Mais très clairement, le développement économique, qui a permis de sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté, officiellement d'éradiquer l'extrême pauvreté. Alors, il faut relativiser, l'extrême pauvreté en Chine, c'est à peu près $30 par mois. Donc, il n'y a plus de personnes en dessous de ce seuil. Il y a encore beaucoup de pauvreté en Chine, mais plus d'extrême pauvreté. Cette hausse du niveau de vie a été de fait un des leviers de la légitimité du parti. Aujourd'hui, la croissance ralentit de façon structurelle, et ce n'est pas à cause du Covid. Et il faut pour le parti trouver de nouveaux leviers. Trouver de nouveaux leviers pour convaincre, contraindre la population de la légitimité du parti. Par exemple, dans les villes, aujourd'hui, vous avez 20% des jeunes urbains qui sont au chômage. C'est considérable. Parmi les jeunes qui viennent d'être diplômés, la promotion 2021, vous en avez 90% qui n'ont pas encore trouvé un travail. Alors on peut se dire, ils ont été diplômés il y a que quelques semaines, quelques mois, mais tout de même, les chiffres sont beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Et donc il y a la nécessité de trouver des nouveaux leviers. Et évidemment, le nationalisme en est un. Alors c'est pas nouveau. Le focus historique sur le nationalisme contemporain
commence en fait dès les années 90, suite à Tiananmen. Pour faire simple et schématiser, Tiananmen, c'est un moment où le levier de l'idéologie ne fonctionne plus. Si vous voulez, l'idéologie léniniste, socialiste, entre en contradiction avec le développement économique de la Chine. Et donc l'idéologie pure ne peut plus être un levier de légitimité. Et Tiananmen en soi oppose cette idéologie qui continue d'être utilisée et mise en avant et la réalité économique. C'est en 93-94, pour trouver un substitut à l'idéologie, que les campagnes d'éducation patriotique commencent en Chine. Concrètement, on va changer les manuels scolaires, on va modifier les programmes télé, et vous allez, entre guillemets, à travers les médias, désormais les réseaux sociaux, dans votre vie quotidienne, dans la cellule du parti, du quartier, etc., entendre un discours beaucoup plus nationaliste. Celui notamment de la grande renaissance de la nation chinoise après un siècle d'humiliation. Siècle d'humiliation en Chine, c'est la période qui va du milieu du 19e siècle au milieu du 20e siècle et à la proclamation de la République populaire en 1949. Ça commence à la première guerre de l'opium, début 1840 jusqu'en 1949. Le message, c'est quoi? C'est de dire la Chine a été extrêmement faible pendant un siècle, non pas de faiblesse interne, quoique, mais surtout de la fait de l'humiliation de puissances étrangères, notamment les puissances occidentales. Et donc, il faut désormais que la Chine se lève, devienne forte, retrouve sa dignité et puisse tenir tête. Ce discours nationaliste, il est évidemment construit, premièrement par les nationalistes, on va en reparler quand on va parler de Taïwan, et ensuite par les communistes. Et aujourd'hui, très clairement, le nationalisme est un levier très important de la légitimité du parti. Ça m'amène sur la question, évidemment, de Taïwan. Taïwan, aujourd'hui, de plus en plus, est utilisé dans ce cadre pour accroître l'autorité et la légitimité du régime. Vous avez beaucoup vu, évidemment, au mois d'août, et entendu parler de la question de Taïwan, suite à la visite de Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants américaine, à Taïwan. En réalité, la Chine, elle a provoqué une crise dans le détroit de Taïwan en instrumentalisant cette visite. Elle l'a instrumentalisée en réalité en utilisant des instruments qui sont bien connus des Taïwanais et qui sont fréquemment utilisés par la Chine. Les exercices militaires, les sanctions économiques, les cyberattaques, une déformation du droit international, la désinformation à grande échelle, etc. Et la crise est importante parce que pour la première fois, le G7, les 7 pays du G7 plus l'Union européenne, se sont prononcés sur le sujet. Et le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, dans son discours aux ambassadeurs, c'était au 1er septembre, a mentionné les tensions dans le détroit de Taïwan. C'était sans précédent jusqu'à présent. Le président Macron n'avait jamais, pas une seule fois, parlé publiquement de Taïwan. Ce qui est très important dans le détroit de Taïwan, c'est évidemment que le rapport de force, il a complètement changé ces 20-30 dernières années. Les objectifs de la Chine, en réalité, eux, ils n'ont pas changé, mais c'est le rapport de force et les capacités dont dispose la Chine qui ont changé. Juste quelques exemples. La Chine, elle a quintuplé ses dépenses militaires ces 20 dernières années, quand les dépenses militaires de Taïwan, elles stagnaient. En parallèle, l'armée populaire de libération, qui est, il faut s'en rappeler, l'armée du parti, et non pas l'armée du pays. Alors, ce n'est pas une analyse, c'est littéralement dans ses statuts, c'est l'armée du parti. Lorsque vous avez les fameux défilés devant la place Tiananmen et devant une des portes de la cité interdite, le long de l'avenue Chang'an, le premier drapeau qui est porté par les gardes d'honneur, ce n'est pas le drapeau du pays. Ce n'est pas le drapeau de la République populaire de Chine, c'est le drapeau du Parti communiste chinois. Cette armée populaire de libération, elle s'est dotée d'importantes capacités militaires, notamment balistiques et amphibies, qui pourraient donner à la Chine les moyens d'ici 2027, ce sont les analyses que donnent les Taïwanais, de mener des opérations de grande envergure autour de Taïwan et potentiellement de mener une opération d'invasion. Ça ne veut pas dire qu'ils le feront d'ici 2027, c'est-à-dire qu'ils se dotent des capacités pour potentiellement pouvoir le faire. Et puis surtout, on a une pression qui s'accroît sur l'île. Pékin essaye de faire en sorte que les rares pays qui ont encore des relations diplomatiques avec la République de Chine, le régime politique à Taïwan, arrêtent d'en avoir. Il n'y a plus que 14 pays aujourd'hui, un seul en Europe, le Vatican. Et elle fait une pression militaire, elle multiplie les exercices, les provocations, elle multiplie les sanctions économiques, etc.
Ce qui est important, c'est qu'on parle beaucoup du parallèle, j'y reviendrai après, entre l'invasion russe de l'Ukraine et le risque d'une invasion chinoise de Taïwan. Et je pense qu'on n'a jamais autant parlé de Taïwan ces dernières semaines, y compris à cause et du fait de la guerre en Ukraine. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que la question et l'enjeu qui se pose vis-à-vis de Taïwan, ce n'est pas l'influence d'un État sur un autre, ce n'est pas l'expansion territoriale d'un État au détriment d'un autre État, c'est véritablement l'ambition d'un membre permanent du Conseil de sécurité de faire disparaître Taïwan en tant qu'entité politique, autonome, souveraine et de fait indépendante. Et l'enjeu pour les Européens, il n'est pas aujourd'hui entre le statu quo et le sécessionnisme, ou l'indépendance de Taïwan, comme Pékin l'affirme, mais bien entre le statu quo ou la, entre guillemets, réunification voulue par Pékin. La question qui se pose toujours, c'est mais pourquoi Pékin pourquoi Pékin s'intéresse tant à Taïwan et pourquoi Taïwan est aussi importante en tant qu'île pour le Parti communiste chinois et pour la Chine. Il y a au moins 3 explications, pour faire assez simple. La première, elle est politique. Politique parce que le Parti communiste entend mettre un terme au dernier vestige de la guerre civile et faire disparaître la République de Chine, qui est donc le régime politique à Taïwan, qui est en réalité le régime politique qu'il y avait sur le continent jusqu'en 1949 et qui s'est recroquevillé sur Taïwan lorsque les nationalistes ont perdu la guerre sur le continent contre les communistes. Le deuxième, il est militaire. L'armée populaire de libération, elle entend être en mesure d'installer des bases militaires à Taïwan pour accroître la profondeur stratégique. Il faut se mettre du point de vue de la Chine. Hein. Vous êtes encerclé, j'avais promis de ne pas le toucher, vous êtes encerclé géographiquement par une chaîne d'îles qui va du Japon jusqu'aux Philippines en passant par Taïwan, et donc il faut briser, entre guillemets, cet encerclement géographique. Et puis en plus, c'est un encerclement militaire politique, parce que les Américains sont alliés avec le Japon, avec les Philippines, de fait, avec Taïwan, etc. Donc, accroître la profondeur stratégique, modifier l'environnement stratégique à son profit et pouvoir se projeter vers le Pacifique. Un exemple, par exemple, les SNLE chinois, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins chinois, ont beaucoup de mal à se diluer, c'est-à-dire vous avez regardé le Chant du Loup, donc vous connaissez tous le concept de dilution d'un sous-marin, de pouvoir, par exemple, disparaître, en tout cas ne plus être repéré, en mer de Chine méridionale. Parce que les fonds, en réalité, c'est extrêmement peu profond, sauf une petite fosse non loin des Philippines. Or, quand vous êtes dans le Pacifique, vous avez des fosses beaucoup plus importantes. Alors, non pas que le sous-marin va aller à 3000 mètres de profondeur, mais que les volumes et les espaces font que c'est beaucoup plus facile de pouvoir diluer un sous-marin. Pour vous donner un exemple, le détroit de Taïwan, la profondeur maximale, c'est 60 mètres. C'est un détroit qui n'est pas du tout profond, qui a des bancs de sable. Vous ne vous amusez pas à faire passer des SNLE dans le détroit de Taïwan. C'est extrêmement compliqué. Donc je vous disais un objectif politique, un objectif militaire, et puis un objectif idéologique. Et l'idéologie, ça reste important, pour une raison simple pour la Chine, parce que Taïwan, aujourd'hui, c'est un contre-modèle extrêmement gênant. Extrêmement gênant parce que c'est une société de culture chinoise, multi-ethnique, comme la Chine, qui a connu une dictature extrêmement brutale. Il faut bien se rappeler qu'à Taïwan, de 1947 jusqu'à 1987, vous avez une loi martiale, une terreur blanche, des centaines de milliers de personnes qui vont être assassinées par le régime politique, mais qui va se démocratiser de l'intérieur. Non pas démocratiser à cause du méchants Américains qui seraient arrivés de l'étranger, à travers une révolution de couleur, comme le mettent en avant les Chinois dans d'autres pays, pour critiquer les interventions américaines, mais bel et bien de l'intérieur. C'est-à-dire c'est le parti au pouvoir, le parti nationaliste, Kuomintang, qui a accepté de partager le pouvoir et qui s'est démocratisé de l'intérieur. Et en plus, un régime politique et un pays qui réussit très bien sur le plan économique. Taïwan a eu une croissance économique supérieure à la Chine en 2020. Et cette année, la croissance économique à Taïwan devrait être supérieure à celle de la Chine encore. Taïwan aujourd'hui, c'est la 14e puissance mondiale en termes de pouvoir d'achat par habitant. Pour vous donner un ordre de grandeur, moi j'ai vécu à Taïwan il y a 15 ans. Entre-temps, le niveau de vie à Taïwan a été multiplié par 2,5 et l'euro en plus a perdu 40% de sa valeur. Donc grosso modo, concrètement, mon pouvoir d'achat aujourd'hui, il est le même à Taïwan que quand j'étais très jeune étudiant
alors que mon salaire est un peu plus élevé quand j'étais étudiant et que j'avais des jobs étudiants. Donc en fait, le pouvoir d'achat des Taïwanais est extrêmement important, et ça, pour le Parti communiste chinois, c'est un vrai problème. Parce que ça démontre que tout l'argument à Pékin de dire il n'y a que le parti et il n'y a pas d'alternative à notre autorité, il n'y a pas d'alternative en matière de système de gouvernance, s'effondre avec l'exemple de Taïwan. Et donc la Chine, au mois d'août, a fait une pression sans précédent sur Taïwan. Je vous donnerai juste un exemple, parce que la pression, elle était en matière de cyberattaque, de désinformation, de pression économique, comme toujours. Mais sur le plan purement militaire, la Chine a commencé, de fait, à vouloir changer le statu quo. Dans le détroit de Taïwan, il y a ce qu'on appelle la ligne médiane. Alors la ligne médiane n'a aucune valeur internationale. Ce n'est pas une ligne reconnue par le droit international. Mais c'était une ligne, de fait, qui était tacitement mise en œuvre par les deux armées. Concrètement, vous prenez le détroit de Taïwan, vous tirez une ligne en plein milieu, un trait en plein milieu. Les avions taïwanais n'allaient pas à l'ouest, les avions chinois n'allaient pas à l'est. Entre guillemets, chacun chez soi, on évite un incident. Depuis le début de l'année, vous aviez eu entre janvier et août, à 3 reprises, des avions chinois qui avaient traversé cette ligne, volé pendant quelques secondes et tout de suite faisaient demi-tour. Ce qui s'est passé au mois d'août, c'est que vous avez 400 avions en l'espace de quelques jours qui l'ont fait. Et la Chine continue de le faire. Ce que fait la Chine, c'est de changer volontairement le statu quo en utilisant, en instrumentalisant des crises qu'elle a elle-même provoquées. On reviendra peut-être plus tard si ça vous intéresse. Mais l'argument que les Américains auraient changé leur politique vis-à-vis de Taïwan est faux. Et en plus, Nancy Pelosi ne représente pas le gouvernement américain. C'est comme si Gérard Larcher allait à Taïwan ou dans un autre pays, ce qu'il peut dire n'engage en rien la politique étrangère du gouvernement français. Ce qui est intéressant sur la question de Taïwan, et j'y reviens rapidement, c'est la question de plus en plus mise en avant de ce qu'on appelle la puissance discursive de la Chine. L'objectif de la Chine, alors on en a beaucoup entendu parler ces dernières années avec la question de la communication chinoise, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Mais l'objectif de la Chine, entre guillemets, c'est, on va parler comme un diplomate, d'imposer ses éléments de langage. Concrètement, c'est d'imposer sa vision et son récit sur des événements internationaux. Par exemple, on va parler de réunification avec Taïwan, alors même que Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine. Donc, il n'y a pas de raison de parler de réunification entre deux entités qui n'ont jamais appartenu à la même entité politique, qui est la République populaire. De la même façon, quand on utilise le terme de Taïwan province rebelle, ce n'est pas du tout un terme neutre, c'est un terme utilisé par Pékin. Par Pékin parce que dire que c'est une province rebelle, c'est dire que c'est une province de Chine. Donc une province de la République populaire. Et rebelle, évidemment, rappelle la question du sécessionnisme, etc. Encore une fois, Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine. Et en 1971, quand le siège de l'ONU passe de Taipei à Pékin, la question de Taïwan n'est pas mentionnée. Alors, c'est juste un point, parce qu'on en a beaucoup entendu parler au mois d'août. Les politiques aussi, la classe politique a commencé à en parler en se trompant généralement. Vous avez 3 concepts, je vais être très simple. Le concept d'une seule Chine, le principe d'une seule Chine et la politique d'une seule Chine. Alors on peut se dire, ah, ça va, c'est des synonymes, on peut changer dans un article, mettre un terme ou l'autre. En réalité, c'est des termes qui sont complètement différents les uns des autres, en tout cas qui ont un sens très différent. Le concept d'une seule Chine, c'est de dire que dans le monde, il n'y a qu'une seule Chine. D'ailleurs, à l'ONU, il n'y a toujours eu qu'un seul siège de la Chine depuis 1945. Ce siège, il a été occupé premièrement par la République de Chine, dont les dirigeants étaient basés à Taipei, et puis en 1971, ce qu'on appelle la résolution 2758, ce siège-là est passé à Pékin, à la République populaire. Mais dire que Taïwan, par exemple, a été exclu de l'ONU, non. Il n'y a jamais eu de siège de Taïwan à l'ONU. Un siège de la Chine qui a été occupé par 2 régimes politiques différents, avant 1971 et depuis 1971. Deuxièmement, il y a la question du principe d'une seule Chine, qui en découle. C'est le principe, ce principe-là est utilisé par Pékin, uniquement par Pékin. La Russie l'utilise aussi pour faire plaisir à Pékin, et d'autres pays proches de Pékin. Le principe d'une seule Chine, c'est de dire, il n'y a qu'une seule Chine, c'est la République populaire, et Taïwan en fait partie. Les Américains
les Européens, disent quelque chose d'un peu différent. Pour nous, c'est la politique d'une seule Chine. Il n'y a qu'une seule Chine. On considère que c'est la République populaire. La France le fait depuis 1964. Mais on ne se prononce pas sur Taïwan. Alors, vous pouvez dire c'est un peu hypocrite, c'est un peu ambigu, c'est totalement ambigu. Mais la résolution 2758 à l'ONU de 1971 ne se prononce pas sur Taïwan. Et donc nous, on joue là-dessus en disant le statut de Taïwan reste indéterminé. Et nous pouvons avoir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine et en même temps entretenir des coopérations avec Taïwan, ce qu'on fait fréquemment, etc. L'objectif de la Chine, c'est évidemment d'imposer son élément de langage et de nous empêcher, par exemple, d'avoir des coopérations ou que des parlementaires français se rendent à Taïwan. Les parlementaires français, ils se sont toujours rendus à Taïwan. Non pas parce qu'ils représentent le gouvernement, ce sont des parlementaires, c'est le pouvoir législatif. Donc ils n'engagent pas le gouvernement, mais il y a des échanges. Ce qui change, c'est la Chine désormais qui essaye de les empêcher. Alors même que ces échanges parlementaires, ils ont toujours eu lieu, que ce soit à l'Assemblée nationale, le Sénat, quelle que soit la majorité en France ou à Taïwan, etc. Et ce qui est très important, c'est que la volonté de la Chine de prendre le contrôle de Taïwan, elle ne cesse de se renforcer. Comme je vous le disais, cette volonté, elle est ancienne. Ce qui change et qui pèse dans la balance, c'est évidemment que les moyens dont dispose la Chine changent considérablement. Et puis on a surtout en Chine, et je refais le lien avec cette fameuse réforme de la Constitution, lors du 20e congrès, on a des textes officiels qui sont de plus en plus offensifs. En 2005, la Chine, elle adopte ce qu'on appelle une loi anti-sécession, où elle commence à dire, ça date déjà d'il y a plus de 15 ans, si on ne peut pas parvenir à cette réunification pacifique par des moyens pacifiques, on utilisera des moyens non pacifiques, donc militaires. En réalité, ce que disent les autorités du parti depuis est exactement la même chose. Donc quand on faisait une des médias en disant « Ah, Xi Jinping dit qu'il va recourir à des moyens non pacifiques », ils l'ont toujours dit. En tout cas, officiellement depuis plus de 15 ans. Il y a eu la publication d'un livre blanc sur Taïwan au mois d'août 2022. Comme par hasard, quelques jours après la crise de la visite de Nancy Pelosi, pour être très clair, pour faire un document officiel de 50 pages, vous ne le faites pas en 5 jours. Ça prend des mois et des mois. Ceux qui ont travaillé dans les administrations françaises le savent bien. Et l'administration française n'est pas forcément plus longue que d'autres quand vous faites des documents officiels. Donc c'est un des exemples pour bien montrer que la Chine attendait de provoquer un incident pour changer le statu quo et en plus publier ce fameux livre blanc, si possible, avant même le 20e congrès, ce qui a évidemment été fait. Et donc la question qui se pose aujourd'hui du point de vue américain et du point de vue européen, c'est de plus en plus comment est-ce qu'on fait pour éviter que le scénario ukrainien se reproduise à Taïwan. L'enjeu, il n'est pas réellement de dire est-ce qu'on va intervenir, est-ce que la France va envoyer le porte-avions dans le détroit de Taïwan, etc. C'est pas ça la question qui se pose aujourd'hui. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour contribuer à maintenir le statu quo. Comment est-ce que les Européens peuvent contribuer à convaincre la Chine que changer de façon unilatérale et par la force ce statu quo, c'est-à-dire essayer de prendre le contrôle de Taïwan, serait trop risqué pour le parti, pour la Chine, etc. Et c'est toute la réflexion qu'il y a en ce moment au niveau européen, y compris dans le cadre du G7, de quel rôle peut-on jouer. On n'a pas un rôle de premier plan, on ne sera pas les Américains, on ne sera pas les Japonais, on ne sera pas les Australiens, mais on a un rôle à jouer sur le plan politique, diplomatique, économique, etc. Donc ça amène évidemment sur la question de l'Ukraine, puisqu'on a beaucoup fait le lien entre l'Ukraine et Taïwan, généralement de l'Ukraine vers Taïwan. Moi, je vais faire de Taïwan vers l'Ukraine pour revenir un peu plus en Europe. Et on a beaucoup parlé de la position chinoise sur le conflit et la guerre en Ukraine, l'invasion russe en Ukraine. Souvent, vous aurez dans les médias, alors je m'énerve, c'est pour ça que j'essaye des fois de ne plus répondre sur les réseaux sociaux, vous avez souvent la une, la Chine a lâché Poutine. Parce qu'il y a une déclaration dans la presse, alors tout de suite, la Chine a lâché Poutine, des aveux pour le régime russe, etc. Il n'en est rien. La politique chinoise depuis le 24 février 2022 et l'invasion russe de l'Ukraine, elle est parfaitement cohérente avec ses propres intérêts et elle est parfaitement, il y a une véritable continuité. Il n'y a eu aucune évolution de la politique chinoise vis-à-vis de ce conflit et de cette guerre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut résumer, entre guillemets, la position de la Chine en disant qu'elle fait preuve de pragmatisme
et d'opportunisme, qu'elle cherche à combiner un soutien implicite à la Russie, tout en associant cela donc à une critique explicite des pays occidentaux, et évidemment des États-Unis, que la Chine n'entend pas jouer un rôle d'arbitre, mais elle essaye évidemment d'avoir l'image d'une puissance responsable. Comme le dit le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi, je le cite, la position de la Chine, c'est d'être objective, juste et du bon côté de l'histoire. Rien que ça. Donc, je vais commencer par le soutien implicite à Moscou. Il y a un soutien implicite parce que depuis le début de la guerre, la position chinoise, c'est une forme de nini. Alors, il n'y a pas d'approbation, mais il n'y a pas de condamnation. Les votes de la Chine à l'ONU sont assez explicites. Elle s'est abstenue sur toutes les résolutions. Alors, pareil, quand un pays s'abstient, ce n'est pas parce que des pays s'abstiennent qu'ils sont forcément dans la même catégorie. Souvent, on a tendance à dire l'Inde s'est abstenue aussi, et puis les Émirats arabes unis se sont abstenus. Donc en fait, il y a un camp de l'abstention. Le président lui-même, quand il était à l'ONU fin septembre, a dit il y a un camp de l'abstention, structuré par la Chine. Il a même rajouté, c'était le problème. Il n'y a pas de camp de l'abstention structuré par la Chine. Il y a certains pays, pour des raisons différentes, qui se sont abstenus. L'Inde en fait partie, la Chine aussi. Donc la Chine s'est abstenue sur l'ensemble des résolutions jusqu'à présent. Elle a voté contre une résolution qui visait à expulser la Russie du Conseil des droits de l'homme. Et puis surtout au niveau des rencontres, par exemple, Xi Jinping, alors même que la Chine a une position, je vous le redis, objective, juste et du bon côté de l'histoire, Xi Jinping a jusqu'à présent, par exemple, refusé de discuter avec le président Volodymyr Zelensky. Vous n'avez eu aucun échange téléphonique, même téléphonique, entre les deux. Par contre, vous avez eu des échanges entre Xi Jinping et Vladimir Poutine 2 jours après le début du conflit, et depuis il y en a eu d'autres. Il y a eu évidemment même des rencontres. Vous avez vu les images en Asie centrale, lorsque Xi Jinping, pour la première fois depuis début 2020, est sorti du pays, s'est rendu en Asie centrale, notamment pour, pas seulement, y rencontrer Vladimir Poutine. Ensuite, ce qui est très important, et j'en reviens à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur ces fameux éléments de langage et la puissance discursive de la Chine. Il faut toujours faire très attention quand on lit un discours chinois parce qu'il faut le contextualiser. Enfin, c'est normal. Tous les concepts utilisés en diplomatie, en fonction des pays, ne vont pas forcément avoir exactement le même sens. Et le problème que souvent on a en Europe, c'est qu'on va avoir tendance à interpréter un discours en fonction de ce qu'on attend. Un exemple. La Chine, par exemple, parle beaucoup de l'importance de garantir l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays. Alors on peut dire, c'est une critique de la Russie. Alors, en même temps, la Chine a signé en 2011 un partenariat stratégique avec l'Ukraine, dans lequel la Chine s'engageait à protéger et à défendre, non pas à protéger militairement, mais à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est pas passé grand-chose. Deuxièmement, l'argument qui est généralement mis en avant par les autorités chinoises, c'est d'utiliser le concept de souveraineté, non pas pour dire que l'invasion russe est illégale, ce qu'elle est, mais pour dire, parce que la souveraineté est très importante, vous ne devez pas vous occuper de la question de Taïwan, puisque c'est une question chinoise. Et donc en fait, la mise en avant du concept de souveraineté n'est pas du tout contre la Russie et pour l'Ukraine. C'est contre les États-Unis et pour Taïwan, dans le sens pour les intérêts chinois. De la même façon, on a la mise en avant par Pékin de nouveaux concepts depuis le début de la guerre en Ukraine, notamment la question du concept de l'initiative de sécurité globale. Alors pour l'instant, ça ne nous dit strictement rien. Je reviendrai dans 5 ans faire une conférence parce que ce sera un peu comme les routes de la soie. À l'époque, quand ça a été lancé, tout le monde s'en foutait un petit peu. On disait bon. C'est un concept aujourd'hui qui est au cœur de la diplomatie chinoise. Quand vous êtes à l'ONU, quand vous êtes à New York en ce moment, il n'y a pas une seule déclaration chinoise, il n'y a pas un seul projet de résolution où les diplomates chinois ne viennent pas en disant il faut rajouter le concept d'initiative de sécurité globale. Grosso modo, c'est quoi? C'est un concept chinois mis en avant par Xi Jinping qui vise à déformer le concept de sécurité nationale pour qu'il aille dans le sens des intérêts chinois. Et l'essence des intérêts chinois, c'est quoi? Et ça, c'est très important, c'est de mettre en avant la question de la sécurité politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? La sécurité politique, c'est grosso modo la préservation du régime. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce concept-là, il est au cœur de la politique chinoise. En 2014, Xi Jinping fait un premier discours où il parle de sécurité nationale aux caractéristiques chinoises. Et puis ensuite, le parti le définit.
Le concept, il a 11 dimensions. Le premier, c'est la sécurité politique. Vous y rajoutez la sécurité territoriale, militaire, économique, culturelle, des ressources, de l'information, technologique, etc. Il y a maintenant même 15 dimensions depuis 2018-2019, puisqu'on a rajouté la sécurité des pôles, la sécurité des fonds marins, etc. La question de la sécurité politique, ça veut dire la préservation du régime. Et ça a été notamment le fondement du rapprochement sino-russe. Lorsque vous avez la rencontre sino-russe présidentielle entre Xi et Poutine début février, vous vous en rappelez, en marge de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, on a tendance à penser que c'était il y a très très longtemps, c'était au début de l'année, vous avez une longue déclaration sino-russe. Cette déclaration, dans son ensemble, bon, elle est habituelle, pas grand-chose d'étonnant. Ce qui est très intéressant, c'est le début de cette déclaration. Et à l'époque, non pas pour dire qu'on savait qu'il allait y avoir une guerre en Ukraine, mais c'était très marquant que tout le début de la déclaration soit sur un même sujet. La sécurité politique et la démocratie. Alors non pas une critique de la démocratie, puisque la Russie et la Chine sont des pays démocratiques, mais de dire que les Occidentaux ont fourvoyé le concept de démocratie, et qu'en fait la vraie démocratie c'est chez eux. Et ce qui était très intéressant, c'est cette mise en avant du concept de sécurité nationale. Et depuis 2014, une grande partie du rapprochement sino-russe s'explique par cela. Pour faire simple, la Chine n'est pas une menace pour le régime russe, contrairement à l'Union européenne ou contrairement aux États-Unis. Et la Russie n'est pas une menace pour le régime chinois. Ça ne veut pas dire que les deux pays sont alignés, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tout, ça ne veut pas dire qu'ils ne se perçoivent pas sur certains sujets comme un problème, mais ça veut dire que sur le cœur de leur priorité, qui est la sécurité politique, ce ne sont pas des problèmes l'un pour l'autre. Et toute la politique chinoise dans la guerre en Ukraine, elle est sous ce signe de la sécurité politique. En réalité, l'objectif de la Chine, c'est pas de faire quelque chose contre l'Ukraine. En réalité, ils s'en foutent. C'est pas de faire quelque chose pour la Russie. C'est même pas ça. C'est de faire quelque chose contre les États-Unis et contre les démocraties occidentales. Dans le sens où les démocraties occidentales sont considérées comme une menace pour le régime politique chinois, et qu'en même temps en faire une menace permet en plus de garder le contrôle de la population. Une grande partie de l'explication, en plus des éléments sanitaires qui sont importants de la stratégie zéro Covid, est liée à cela. En mars 2020, par exemple, Xi Jinping annonce la victoire sur le Covid, à la différence des pays occidentaux. Depuis, l'argument, c'est de dire, en Chine, le parti a protégé les gens. Nous avons eu 5000 morts officiellement, quand vous avez plus d'1 million aux États-Unis. Nous avons fait la vie d'abord, l'homme d'abord. C'est le terme qui est utilisé. La vie d'abord, l'homme, ou les hommes, enfin l'être humain, les humains, d'abord. L'argument, c'est de dire, nous avons été plus efficaces, et donc le régime est supérieur. Donc il n'y a pas d'alternative. Et une grande partie des arguments chinois dans la guerre en Ukraine, la façon dont le sujet est couvert par les médias chinois, c'est de dire ça. C'est de dire, les Américains, par exemple, déstabilisent les autres pays, mais nous allons vous protéger contre les interférences américaines. Les Américains, évidemment, sont présentés comme étant responsables de la guerre, comme profitant de la guerre. Et toute l'image qui est donnée, c'est que l'Europe est dans le chaos, avec une guerre à ses portes, une crise énergétique, un des problèmes économiques, alors que la Chine est relativement préservée grâce, non pas aux Chinois, mais au Parti communiste chinois. Et ça explique le fait que la Chine n'a aucun intérêt aujourd'hui à changer sa politique sur la question de l'Ukraine, et que nous, des fois, on a du mal à même obtenir des accords de la Chine sur des sujets qui peuvent apparaître comme consensuels. Donner un exemple, pour passer après aux États-Unis, la question de la sécurité alimentaire. On en reparle beaucoup en ce moment parce que la Russie s'est retirée de l'accord qu'on avait difficilement négocié. Mais l'Union européenne, portée par la France pendant la présidence du Conseil de l'Union européenne, avait mis en avant ce qu'on appelait l'initiative FARM. Alors c'est un acronyme, F-A-R-M, sur la sécurité alimentaire. Et au mois de juin, fin mai, début juin, le président Macron a demandé à Xi Jinping, il y avait eu une rencontre téléphonique, de soutenir l'initiative. Et à l'époque, par exemple, beaucoup à l'Élysée se disaient la Chine va soutenir.
c'est de la sécurité alimentaire, c'est vis-à-vis des pays en développement, c'est positif. Pas de raison que la Chine ne soutienne pas. La Chine n'a pas critiqué l'initiative, elle n'a rien dit, mais elle ne l'a pas rejointe parce que si elle l'avait rejoint, alors en Europe ou aux États-Unis, on aurait pu dire mais elle prend ses distances vis-à-vis de Moscou, les Américains auraient pu potentiellement l'utiliser contre la Chine, et donc la Chine a décidé de ne pas la rejoindre. Et comme par hasard, 4 semaines après, on a découvert à l'ONU que la Chine lançait une initiative pour la sécurité alimentaire, toute seule, pour dire nous on fait le boulot, les Américains, regardez, ils ne font rien. Alors même que la réalité, c'est que vous prenez le programme alimentaire mondial, 30% du budget vient des États-Unis, la contribution de la Chine, je crois que c'est 0,5% du programme alimentaire mondial. Ce qui compte, c'est la com, et c'est ce que les pays pensent quand vous leur parlez. Cette question des États-Unis, elle est fondamentale. Et en matière de politique étrangère, il y a une obsession chinoise, c'est l'obsession sur les États-Unis. J'avais demandé à une stagiaire à la Fondation, l'année dernière, au premier semestre 2021, de coder, entre guillemets, tous les éditoriaux publiés dans un des journaux quotidiens chinois qu'on appelle le Global Times, qui est souvent présenté comme très nationaliste, qui n'est pas forcément plus nationaliste que d'autres. Bon, ça reste un journal d'État, un média d'État, etc. Vous aviez 95% des éditoriaux, sur 160, il y avait 160 éditoriaux au premier semestre, qui critiquaient les États-Unis. Grosso modo, vous n'avez pas un seul éditorial en Chine qui ne va pas parler des États-Unis. Dans le quotidien du peuple, c'est un tout petit peu différent, parce qu'il y a beaucoup d'éditoriaux sur les questions de politique intérieure, mais dans le Global Times, qui est plutôt tourné sur les questions internationales, quasiment tout tourne autour des États-Unis et des laquais ou vassaux des États-Unis, notamment les Européens, évidemment, les Australiens, les Japonais, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est la dégradation, évidemment, des relations entre les États-Unis et la Chine. Vous avez beaucoup entendu parler, peut-être, ces dernières années, du piège de Thucydide. C'est devenu assez populaire. Alors, en fait, le concept existe depuis des années. En théorie des relations internationales, on appelait ça la théorie de la transition de puissance. Alors, c'est moins sexy que le piège de Thucydide, donc ça marche moins dans les médias. L'idée, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez une puissance déclinante face à une puissance émergente? Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une transition de puissance? Que ce soit au sein d'une région, ou que ce soit au niveau du système international. Souvent, il y a des conflits. Alors, les conflits peuvent être provoqués par la puissance émergente, ou ils peuvent être provoqués par la puissance déclinante. Il n'y a pas d'accord parmi les théoriciens, entre guillemets, sur cette question-là. Mais encore est-il que, quand il y a eu des transitions de puissance, il y a souvent eu une instabilité dans le système, et il y a souvent eu une guerre entre les deux protagonistes. Donc la question qui se pose du côté chinois, c'est comment parvenir à passer devant les États-Unis sans qu'il y ait de guerre. La guerre n'a aucun intérêt si on peut passer devant les Américains, devenir de plus en plus puissants et que les Américains soient déclinants. Et donc vous avez toute une littérature chinoise qui est extrêmement intéressante sur comment gérer la relation bilatérale. Et du point de vue chinois, il y a évidemment eu une inquiétude extrêmement forte depuis maintenant quasiment 15 ans. Un des tournants, alors nous on ne l'a pas vraiment senti, mais c'est... on l'a senti ici sur le plan économique, c'est la crise économique et financière de 2007-2008 et l'arrivée au pouvoir de Barack Obama. Vous allez dire, quel lien entre les deux? Le premier élément, c'est que la crise économique et financière de 2007-2008, elle a accéléré le déclin relatif des pays occidentaux. Alors, je ne parle pas de crise économique, c'est juste que de façon relative, la croissance des pays émergents était plus importante que la nôtre. De fait, le rapport de force relatif est de moins en moins en notre faveur, même s'il reste en notre faveur. Et puis, deuxièmement, pourquoi Barack Obama? Parce que quand le président Obama arrive au pouvoir, il annonce un retrait d'Irak, qui va se faire en 2011, et un retrait d'Afghanistan, qui prendra beaucoup plus de temps, puisqu'il ne sera pas en 2014, il se fera en 2021, enfin, finalement. Et du point de vue chinois, qu'est-ce qui se passe à l'époque? C'est ce qu'ils appellent, entre guillemets, le retour des États-Unis en Asie. Alors, les Américains n'étaient jamais partis d'Asie, il y avait encore les alliances avec le Japon, la Corée du Sud, etc. Mais c'est l'idée que les Américains ont réinvesti la région. Quand nous, on commence à parler aujourd'hui d'Indo-Pacifique, on pourra peut-être en parler plus tard si ça vous intéresse, en réalité, les Américains se focusent là sur la région asiatique et plus largement la région Indo-Pacifique, c'est-à-dire l'océan Indien et l'océan Pacifique, ils commencent il y a 15 ans. C'est-à-dire que les visites des officiels américains vont commencer à se réorienter vers la région.
les forces militaires américaines vont commencer à se rééquilibrer vers la région. Et surtout, les Américains vont considérer que c'est cette région qui est prioritaire, non plus du tout l'Europe ou le Moyen-Orient, parce que l'avenir est dans cette région. À partir de ce moment-là, vous avez toute une politique aux États-Unis, donc pour se renforcer dans la région, et surtout pour rentrer de plus en plus dans une compétition stratégique avec la Chine. Ça se traduit à l'époque de l'administration Trump par toutes ces sanctions commerciales, qu'on a appelé la guerre commerciale, la trade war, etc. Et puis de plus en plus, et c'est très important aujourd'hui, sur les questions technologiques. Aujourd'hui, les Américains considèrent que, d'autres pays aussi, considèrent que les sciences et les technologies, et plus largement les capacités d'innovation, c'est le cœur de la puissance. Et qu'il faut éviter que les Américains contribuent, grosso modo, à l'accroissement des capacités d'innovation chinoises, puisqu'in fine, cela renforce la Chine et va à l'encontre des intérêts américains. Vous avez eu des premières mesures qui ont été adoptées par l'administration Trump, et la question de Huawei, et plus largement d'autres mesures dès 2018 en réalité, en matière de contrôle export et de contrôle des investissements chinois aux États-Unis. Et puis, depuis l'arrivée au pouvoir du président Biden, les objectifs sont les mêmes, les moyens sont les mêmes, notamment des restrictions sur les exportations, etc. Mais la méthode est différente. L'administration Biden est beaucoup plus multilatérale. Vous avez des dialogues avec les Européens. J'étais à Washington, par exemple, la semaine dernière. Vous avez une vraie coordination avec les Européens sur qu'est-ce que font les Américains, comment est-ce que ça nous impacte, comment est-ce qu'on essaie d'atténuer l'impact des sanctions que les Américains peuvent prendre sur la Chine, etc. Cette question technologique aujourd'hui, elle est au cœur de la rivalité sino-américaine. Et on a beaucoup parlé donc de trade war, mais la tech war, c'est-à-dire la guerre technologique ou des technologies, façonne aujourd'hui véritablement les relations sino-américaines. Et j'utiliserai ça pour revenir très rapidement sur l'Europe et conclure, parce que je suis déjà été un peu trop long. Ces questions technologiques, elles induisent du côté américain la nécessité donc de réduire les coopérations dans certains domaines, tous les domaines considérés comme sensibles. Et vous avez eu un discours qui est passé complètement inaperçu dans la presse européenne, fin septembre 2022, par le conseiller national à la sécurité, Jake Sullivan. C'est un discours sur cette question de la compétition technologique, où les Américains disent ouvertement « les Chinois veulent surclasser les États-Unis sur le plan technologique, cela n'arrivera pas, et on fera tout ce qu'on peut, grosso modo, pour que ça n'arrive pas ». Et vous avez eu l'adoption, au début du mois d'octobre, d'une nouvelle loi, par exemple, pour interdire dans certains domaines que des ressortissants américains travaillent pour des intérêts chinois. Alors, moi, encore une fois, je n'arrive pas à comprendre pourquoi même les Échos, la Tribune, des journaux économiques en ont très peu parlé. La conséquence, du jour au lendemain, ça a été que tous les ressortissants américains en Chine qui bossaient dans certaines industries, dont les semi-conducteurs et les supercalculateurs. Supercalculateurs, c'est très important pour plein de choses. Alors, on pense souvent à Météo France, très important pour Météo France. C'est aussi très important, par exemple, en France, sur le programme simulation. Quand vous faites de la simulation d'essais nucléaires, vous avez besoin de supercalculateurs et généralement, les principaux supercalculateurs au monde sont utilisés pour faire de la simulation d'essais. Mais les Américains, dans ces deux domaines, semi-conducteurs et superordinateurs, par exemple, supercalculateurs, ont fait ces sanctions, c'est-à-dire que du jour au lendemain, les Américains ont dû quitter leur boulot dans les grandes entreprises chinoises de semi-conducteurs, parce que la Chine essaye de monter en gamme, et ont dû quitter le territoire. Autrement, ils peuvent rester en Chine, mais le jour où ils vont aux États-Unis, ils vont en prison. Avec un problème, c'est que beaucoup étaient américano-taïwanais, donc beaucoup sont vite repartis à Taïwan, mais ça, c'est un exemple extrêmement concret. Et la question qui se pose de plus en plus, et je conclurai là-dessus en Europe, c'est nous, comment est-ce qu'on se place ? Comment est-ce qu'on se place dans cette rivalité sino-américaine ? Comment est-ce qu'on se place sur cette question technologique ? Alors vous aurez demain beaucoup de couverture médiatique de la visite du chancelier Scholz à Pékin. Il va y arriver dans quelques heures, parce qu'il va atterrir très tôt le matin et repartir le soir. Il reste que 11 heures à Pékin. Le message envoyé de dire « je ne dors pas à Pékin ». Ça montre bien que je suis un dirigeant fort. Le message est un peu contradictoire, mais on en reparlera plus tard si vous le souhaitez. Mais la question qui se pose au niveau européen, c'est comment est-ce que nous, on réagit ? Non pas comment est-ce qu'on s'aligne sur les États-Unis, ce n'est pas le sujet, mais comment est-ce qu'on défend nos intérêts et comment est-ce qu'on évite d'être pris en tenaille dans cette rivalité sino-américaine. Et c'est une position qui n'est pas très agréable, mais que d'autres pays connaissent. L'Australie, la Corée du Sud, le Japon, etc., qui sont des alliés des États-Unis, et en même temps qui sont très dépendants économiquement. de la Chine, même s'ils sont, eux, beaucoup plus dépendants que nous de la Chine.
L'Europe en 2019, l'Union européenne, la Commission, mais avec l'accord du Conseil, a décidé de considérer la Chine selon un triptyque qui existe encore aujourd'hui. On considère que la Chine, c'est un partenaire de coopération sur les grands sujets, notamment le changement climatique, un compétiteur économique et un rival systémique en matière de système de gouvernance. Et j'en reviens à cette fameuse question de la sécurité politique, etc. Ça marche dans les deux sens, en fait. Et la question qu'on a au niveau européen aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on se coordonne au mieux pour faire évoluer cette politique et que, par exemple, certaines pratiques qu'on acceptait jusqu'à présent ne soient plus acceptées. Concrètement, pour faire très simple, pendant des années, on a appelé à la réciprocité vers le haut. Ça voulait dire, nous, on a ouvert nos marchés, il faut que la Chine ouvre ses marchés. Puis on a attendu 20 ans, puis la Chine n'a pas ouvert ses marchés, notamment les marchés publics et autres. Puis là, on commence à se dire, bon, en fait, non seulement elle n'a pas ouvert ses marchés, en plus elle est montée en gamme. Il y a 10 ans, personne ne connaissait le moindre constructeur automobile chinois. Puis aujourd'hui, quand vous allez par exemple en Corse louer une voiture, les voitures électriques deviennent toutes de Chine. Et sur le plan de l'automobile, on en reparlera peut-être dans quelques années, mais l'objectif des entreprises de l'automobile chinoise, après avoir utilisé les savoir-faire européens, américains, etc., c'est évidemment de pouvoir exporter massivement en Europe les voitures, notamment électriques, de demain. Et pour Peugeot, enfin pour Stellantis, pour Renault, c'est une situation extrêmement compliquée. Aujourd'hui, les deux entreprises sont quasiment sorties du marché chinois et doivent faire face maintenant non plus en Chine, mais en Europe, petit à petit à la concurrence chinoise. Et donc, la question européenne, c'est de dire, bon, ok, réciprocité vers le haut, en fait, ça ne marche pas. Donc on va faire une réciprocité vers le bas. Si la Chine ouvre pas ses marchés, nous, on va fermer l'accès à certains marchés, notamment certains marchés publics. On ne va plus forcément autoriser la Chine à acquérir des parts trop importantes dans des infrastructures stratégiques. Alors, la réflexion, elle est ancienne. Le président Macron, dès 2019, dit qu'on a été naïf, que les Européens ont été naïfs, qu'on a bradé des infrastructures stratégiques, notamment en Méditerranée, en Grèce, mais aussi en Espagne, au Portugal, à la Chine. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que vous avez toute une polémique aujourd'hui sur l'acquisition de 25% de parts dans le port de Hambourg par COSCO, qui est un géant chinois. Et toute la réflexion aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on a une position commune européenne et comment est-ce qu'on est un peu plus dur, mais en réalité plus réciproque. Si la réciprocité ne vient pas de la Chine, elle doit venir de nous, entre guillemets, vis-à-vis de la Chine. Et ça va être tous les enjeux dans les années à venir, de continuer à travailler sur cette cohésion européenne et aussi à la mettre en scène. Et donc je conclurai sur ce point parce qu'il y a la visite donc, du chancelier Scholz demain à Pékin. Une des idées, c'était de dire il faut non seulement avoir des documents communs, d'où cette stratégie de 2019, mais aussi qu'on affiche et qu'on mette en scène cette cohésion. C'est ce qu'on a essayé de faire à Paris début 2019. Vous vous rappelez peut-être, en mars 2019, Xi Jinping se rend en Italie. Il ne vient pas très loin d'ici, puisqu'il va à Monaco. Il dîne à Nice, et ensuite il vient à Paris pour la visite d'État. Et on a, entre guillemets, surpris les Chinois, parce que quelques jours avant son arrivée à Paris, on lui a annoncé qu'en fait, pendant la visite d'État, il ne serait pas tout seul à Paris, qu'il y aurait aussi la chancelière Merkel et le président Juncker, qui est le président de la Commission européenne. Les Chinois étaient un peu surpris, c'est une visite d'État vers la France. Pourquoi il y a les Allemands et les Européens ? L'idée, c'était de dire, même si c'est en France, on vous montre qu'il y a une cohésion européenne. Sauf que ça marche si vous le faites en permanence et qu'on n'a pas été capable de le faire. Alors non pas qu'on n'a pas essayé. L'Élysée a essayé de convaincre les Allemands, par exemple, à la fin 2019, d'aller ensemble, Macron-Merkel, en Chine. La chancelière Merkel avait refusé. On a quand même emmené un commissaire européen, Chris Hogan, qui allait devenir le commissaire au commerce, qui est très important, parce que c'est compétence de l'Union européenne, et la ministre de l'enseignement supérieur allemande. Les Allemands, ils sont allés tout seuls. Et là, il s'est repassé à peu près la même chose pour demain. C'est-à-dire qu'on a proposé aux Allemands d'y aller ensemble, une visite Macron-Scholz, en Chine. Alors, c'est toujours compliqué à organiser parce que les Européens après critiquent en disant ah là là, les Français, les Allemands, ils y vont en pensant que c'est les Européens. Mais l'idée, c'est de dire non, on va se coordonner, on va expliquer qu'on y va à deux, mais on va débriefer les Européens avant, faire passer un message européen, etc. Les Allemands refusaient. Et donc, pour conclure, un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est non seulement une radicalisation côté chinois, et il y a plein d'autres sujets qu'on va pouvoir aborder dans les questions, je crois, mer de Chine méridionale ou autres, mais il y a aussi nos propres problèmes
les propres lois qu'on n'a pas forcément fait évoluer, la propre protection, par exemple, du potentiel scientifique et technologique, qu'on appelle le PPST, qu'on ne fait pas forcément de façon très stricte aujourd'hui face à des risques qui sont plus importants qu'avant. Et puis la nécessité aussi, parmi les Européens, de mieux se coordonner. C'est pas faute d'essayer, ça marche pas toujours. Mais à un moment, quand, entre guillemets, vous n'êtes pas capable vous-même de prendre des mesures et de vous coordonner, c'est difficile d'attendre de la Chine qu'elle le fasse elle-même, en tout cas qu'elle change sa stratégie. La Chine ne changera pas, et donc la vraie question aujourd'hui qui se pose au niveau européen, c'est pas du tout comment est-ce qu'on fait changer la Chine. On n'a pas réussi pendant 20 ans, c'est pas aujourd'hui qu'on va y arriver, mais comment est-ce qu'on se protège et comment est-ce qu'on défend au mieux nos intérêts, qu'ils soient économiques, scientifiques et technologiques, ou même politiques, etc. Alors, 50 minutes, c'est long, mais en même temps, j'ai parlé de pas grand-chose. Donc, il y a plein d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. Oui, pardon. Merci pour ce bel exposé, c'était vraiment très beau. Pardon. J'essaye de transmettre un autre micro en même temps. Oui. Oui. Pardon. Pardon. En fait, j'avais deux questions. La première, c'est c'est entre la Chine et le Japon. Je voulais savoir, ça sort un peu du cadre géostratégique, enfin, si, un petit peu aussi. Bon, je ne dis pas que je connais grand-chose en histoire, mais j'ai l'impression qu'on montre des documentaires historiques où il y a eu énormément de barbarie faite par le Japon en Mandchourie, etc. Et la première question, c'est est-ce qu'il existe toujours des relations tendues des générations après, entre la Chine et le Japon, vis-à-vis, parce qu'il paraît que les Japonais ont fait quasiment autant que les nazis, ont fait des choses monstrueuses. Est-ce qu'il existe toujours des relations tendues au niveau aussi bien des deux nations qu'au niveau du peuple, entre les Chinois et les Japonais, des relations tendues? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on doit prendre comme argent comptant, si je peux dire, certaines données synthétiques qu'on nous donne, aussi bien les journaux, la télé, Internet, ou par exemple, je prends deux exemples, on nous disait, je crois qu'il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans, enfin il n'y a pas très très longtemps, que la Chine, grossièrement, c'était 7-8% de croissance, et que la Chine était toujours le pays le plus peuplé au monde. Et alors pour la croissance, il paraît que des économistes qui se sont penchés sur le truc, certains économistes disent qu'en prenant les mêmes paramètres que les Européens, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, en fait on en serait au mieux à 3% pour la Chine en 2017-2018 à l'époque. Et aussi pour la population, que comme soi-disant des démographes ont vu que la Chine avait des moyens je sais pas comment dire, de recensement pas très efficaces, en fait l'Inde aurait peut-être déjà, parce que je crois qu'il n'y a que 30 ou 40 millions d'écart, l'Inde aurait peut-être déjà dépassé, serait peut-être le premier pays au monde en population. Voilà, c'est les deux questions au niveau des données. Et voilà. Le premier point sur le Japon. Alors, évidemment, le Japon impérial pendant la deuxième guerre sino-japonaise, donc la première c'est 1894-1895, qui fait que Taïwan devient japonaise et surtout que la péninsule coréenne, à l'époque, sort de l'orbite chinoise avant d'entrer dans l'orbite japonaise. Puis la deuxième guerre sino-japonaise qui commence au début des années 30, jusqu'en 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, il y a eu des massacres et une barbarie japonaise considérable. Un des exemples, c'est évidemment le massacre de Nankin. En l'espace de quelques jours, 300 000 personnes ont été abattues, non pas avec des bombardements massifs, mais abattues, entre guillemets, par des soldats dans la ville de Nankin. Et vous avez chaque année des commémorations à Nankin de ces massacres qui sont extrêmement impressionnantes, puisque vous avez l'ensemble du parti, alors pas les 95 millions de membres, mais les dirigeants du parti qui se réunissent tous dans une cérémonie qui est vraiment très particulière. Donc les relations, elles se sont cependant, après 1945, stabilisées.
puis ensuite amélioré à partir de 67. Il y a eu un accord en réalité entre le Japon et la Chine. Et l'idée à l'époque, c'était de dire on met de côté les différends historiques et on développe. On développe les relations et surtout on profite, côté chinois, des capacités de développement japonaises. Alors, ça a été le cas. Il y a eu énormément de coopération économique entre le Japon et la Chine. Et en même temps, on a régulièrement un retour de ces questions historiques. Alors, entre guillemets, on peut critiquer un peu les deux côtés. Côté chinois, il y a évidemment une instrumentalisation du nationalisme. On l'a vu par exemple en 2010, quand d'un coup, comme par hasard, du jour au lendemain, vous aviez des manifestations en Chine qui sont de fait co-organisées par des institutions du parti, etc., des campagnes de boycott, etc. Mais en même temps, il faut reconnaître que la différence du Japon avec l'Allemagne, par exemple, c'est qu'il n'y a pas eu de changement de régime politique. Le régime impérial, enfin, on est passé de l'Empire à, de fait, une évolution du système qui s'est démocratisé, partiellement, mais on n'a pas eu de changement de dynastie régnante, par exemple. Deuxièmement, on a une partie des partis politiques japonais, notamment une partie de l'extrême droite, qui de fait a des propos régulièrement extrêmement incendiaires. Quand vous avez par exemple des visites au sanctuaire Yasukuni, grosso modo, vous avez des gens qui sont enterrés dans ce cimetière, enfin dont les cendres sont dans le cimetière, qui ont été jugés comme des criminels de guerre par les tribunaux internationaux. Donc forcément, que ce soit en Chine, mais aussi en Corée, à chaque fois que vous avez, par exemple, ces expressions de nationalisme du côté japonais, vous avez des critiques qui viennent de Corée, qui viennent de Chine, etc. Mais de fait, ça n'a pas empêché le développement des relations bilatérales. Deuxième point très rapide sur les statistiques. Alors, c'est toujours compliqué d'utiliser des statistiques dans un régime autoritaire. Et évidemment, c'est une boîte noire, et c'est très compliqué d'avoir des statistiques qui soient parfaitement indépendantes. Surtout qu'en plus, la presse chinoise a vraiment évolué ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'une partie de la presse économique et financière, comme Caixin, etc., qui pouvait, il y a 10 ans, faire des reportages extrêmement intéressants, des enquêtes extrêmement intéressantes, ne peut plus forcément les faire. Donc on est beaucoup plus dans le noir aujourd'hui qu'on l'était il y a 10 ans. En parallèle, il y a évidemment une volonté des autorités de maquiller partiellement des statistiques pour aller dans le sens des objectifs politiques affichés. Après, on a des indicateurs indirects qu'on va utiliser. Par exemple, la consommation d'énergie. Par exemple, essayer dans certaines municipalités d'essayer d'établir une idée sur le taux de chômage. Donc en fait, on va utiliser des indicateurs indirects pour voir au moins les grandes tendances. Est-ce qu'on a une crise économique? Est-ce qu'on a une croissance très forte, une croissance modérée, etc. Ce qui est clair, c'est que les années où la Chine faisait 8 à 10% de croissance, elles sont finies. Elles ne reviendront plus. La question pour la Chine aujourd'hui, c'est est-ce que c'est 0, 2, 4% de croissance? Il y a des conséquences importantes, parce que vous ne redistribuez pas forcément la richesse de la même façon, et il faut s'adapter à ce ralentissement. Là-dessus, très rapidement, il y a 2 points. Xi Jinping a mis en avant l'année dernière un nouveau concept, je reviens au concept du parti, ce qu'on appelle ça va me revenir, un concept qui vise en réalité à accroître la redistribution, en expliquant que les grandes entreprises privées et les grands milliardaires, par exemple, doivent la prospérité, ça me revient. C'est pas grave. Prospérité commune. Prospérité commune, exactement, merci. Et l'idée, c'est par exemple de s'assurer qu'une partie des richesses soit mieux redistribuée. Ça, c'est important. Après, le lien où il faut faire attention, c'est que souvent, on va dire « Ah, il y a un ralentissement de la croissance, donc le parti va s'effondrer. » Non. Comme je vous le disais, la croissance économique et le développement du pays, c'est juste un des leviers de légitimité. C'est pas parce que vous avez plus de croissance ou moins de croissance que le parti est en danger. C'est juste que le parti doit trouver des nouveaux leviers. Et deuxièmement, le parti s'est préparé. Le parti sait très bien que la croissance à 8 ou 10%, encore une fois, elle n'allait pas être éternelle et qu'il allait avoir un ralentissement. Et donc le grand enjeu des 5 années qui viennent, par exemple, c'est comment est-ce que le parti va gérer ce ralentissement économique. Mais il va y avoir un ralentissement. Alors après, il peut apparaître comme étant en trompe-l'œil. Par exemple, la Chine n'a jamais eu un excédent commercial aussi fort. On peut dire, bah, bravo, il y a énormément de croissance. Par exemple, en juillet, c'est 100 milliards. En un mois, les exportations chinoises ont été supérieures aux importations de 100 milliards. C'est énorme. Mais ça, par exemple, c'est pas forcément que la Chine va bien.
C'est surtout qu'il y a énormément de capacités, parfois des surcapacités de production, qui ne peuvent pas être écoulées sur le marché domestique et qui vont trouver en partie des débouchés extérieurs. Donc, on a encore une fois beaucoup de mal à avoir des statistiques fiables. Ce qu'on fait, c'est généralement de travailler sur des tendances, plus que sur des statistiques en elles-mêmes. Bonjour. Alors merci beaucoup pour votre présentation et merci aussi beaucoup pour votre activité sur Twitter, malgré les problèmes un peu trop des fois. Avec l'ambassade de Chine par exemple. Alors j'avais deux questions. La première, c'est dans le contexte actuel, il y a une hypothèse où des régimes politiques autoritaires sont menacés. Par exemple le régime islamique en Iran et évidemment le régime KGBiste en Russie. Quelles conséquences est-ce que ça aurait sur la Chine en matière de sécurité politique justement? Et mon autre question, c'est par rapport à votre conclusion sur que faisons-nous en tant qu'Européens pour protéger nos intérêts. Et vous avez évoqué brièvement tout un tas de pays qui sont confrontés à des défis similaires, notamment une alliance militaire avec les États-Unis et en même temps des liens notamment économiques très importants avec la Chine. Et il y a un de ces pays dont vous êtes expert, il s'agit de la Corée du Sud, dont d'ailleurs on ne parle quasiment pas. On parle très peu de la politique de ce pays, on parle toujours du Japon. Or, c'est un petit pays par rapport à l'énorme Chine, mais en même temps, c'est une très grande économie. Et on a l'impression d'un nain géopolitique dont on ne parle qu'à travers la question de la Corée du Nord, on n'en parle jamais à travers la question de la Chine. Comment est-ce que ce pays s'adapte à cette montée en puissance de la Chine et en même temps à cette montée de la confrontation sino-américaine? Est-ce que par exemple on parle d'autonomie stratégique en Corée du Sud? Voilà, je vous remercie. Le premier sur la question des régimes autoritaires. Pour faire simple, le pire des scénarios pour la Chine en Ukraine, c'est pas une défaite militaire russe, on s'en foutent. C'est pas un effondrement économique de la Russie, ailleurs ça peut même créer des opportunités, c'est un renversement de régime. Si la conséquence de la guerre en Ukraine débouchait, ou en tout cas une des conséquences était de déboucher sur un changement du régime russe, c'est-à-dire par exemple une révolution de palais qui écarterait Poutine, etc., ce serait une catastrophe pour la Chine. Ce serait une catastrophe pour la Chine parce que ça voudrait dire qu'une invasion, en tout cas une opération militaire, a entraîné une instabilité politique. Et, entre guillemets, la meilleure chose qui pourrait arriver pour les Taïwanais, c'est un effondrement du régime russe. Parce que pour le coup, le Parti communiste chinois réfléchirait à deux fois en se disant « Bon, les Russes se sont plantés, on va éviter de faire la même chose ». Et cette question de la solidité politique, elle est fondamentale. Juste une toute petite digression, mais en 2018, donc juste après le 19e congrès de l'automne 2017, Xi Jinping fait un discours au cadre du parti, aux nouveaux cadres qui ont été nommés. Et il fait un long discours sur les dynasties chinoises, etc. Et puis à un moment, il parle de l'Union soviétique. Il a une expression extrêmement intéressante, il dit le Parti communiste de l'Union soviétique a 200 000 membres a pris le pouvoir, à 2 millions de membres a défait Hitler, et à 20 millions de membres s'est effondré. Et l'enseignement qu'il en tire, c'est ce qui compte, c'est la cohésion des élites, la cohésion au sein du parti. L'effondrement de l'URSS, c'est pas la question des minorités ethniques et des républiques. C'est pas la question de la course à l'armement avec les États-Unis. C'est même pas les questions économiques et le retard économique. C'est la question de la cohésion des élites politiques. Et grosso modo, Gorbatchev est considéré comme étant celui qui a brisé le consensus des élites et qui, par ses réformes et par sa volonté de réformer le parti, entre guillemets, a fait que le parti s'est effondré et donc que le pays s'est effondré. C'est pour ça que les commémorations sur la mort de Gorbatchev il y a quelques mois en Chine étaient niettes, que des articles critiques. Donc, sur ce point-là, ce qui est clair, c'est que la Chine considère que la stabilité politique, elle passe par une cohésion au sein du parti. Et ça, d'ailleurs, c'est un problème qu'on a généralement quand on travaille sur la Chine. Tout le monde parle de ce fameux Conseil des affaires d'État. Des fois, on l'appelle Conseil d'État, mais le vrai nom, c'est Conseil des affaires d'État, le gouvernement chinois. Et on se concentre sur les politiques publiques, en fait, en Chine. Qu'est-ce que fait la Chine sur le plan économique, militaire, etc. Quand ce qui compte tout autant, c'est la vie du parti. Et par exemple, en France, vous avez très peu de gens qui travaillent vraiment sur la vie du parti. Vous avez quelqu'un de ma génération, c'était mon... Moi, je faisais politique étrangère et lui, politique intérieure à Sciences Po. Par exemple, Jérôme Doyon, qui est aujourd'hui en Écosse, je crois, en étant prof.
Mais on a là-dessus un vrai manque de recherche et un vrai manque de réflexion sur ce qui se passe dans le parti. Mais en tout cas, la question de sécurité politique, elle est fondamentale. Et évidemment, si d'autres régimes autoritaires s'effondrent, la Chine, évidemment, s'en inquiète. Sur la Corée du Sud, très rapidement, j'avais écrit un long article sur le sujet dans la revue de l'IFRI, Politique étrangère, il y a un an. Donc je vous y renvoie, mais pour faire très très court, un des problèmes qu'on a sur la Corée du Sud, c'est en fait, c'est un très grand pays. C'est quand même la 10e ou 11e puissance économique mondiale. C'est 50 millions d'habitants, c'est un leader dans plein de domaines, y compris les domaines électroniques. Et pourtant, on n'en parle pas parce que malheureusement, c'est un très grand pays, mais qui est entre des pays encore plus grands. Le Japon, la Chine, la Russie, les États-Unis, etc. Donc souvent, on n'en parle pas beaucoup. Et puis c'est compliqué de convaincre au plus haut niveau de l'État de se rendre à Séoul, par exemple. Alors ça, c'est... Il n'y a pas de off ici, mais il y a une visite d'État, par exemple, du président coréen en 2018. Depuis 2018, on essaye de convaincre le président de se rendre à Séoul pour faire une visite d'État réciproque. Enfin, en tout cas, en retour. Pour l'instant, il n'a pas forcément envie d'y aller. En tout cas, il n'y a pas la bonne occasion. Il n'y a peut-être pas de contrat intéressant, il n'y a pas de choses qui permettent de valoriser cette visite, mais c'est un vrai problème qu'on a. Et puis, il y a plein de petits problèmes dans la relation bilatérale où on n'est pas toujours très fin sur le plan politique et vice-versa. Mais travailler sur la Corée du Sud, c'est extrêmement intéressant parce que tout ce qui nous arrive, nous, aujourd'hui, en fait, ça fait des années que ça arrive à la Corée du Sud. Ça fait des années que ça arrive à l'Australie. Par exemple, la question des sanctions commerciales chinoises. Pendant des années en France, on considérait que c'était que les Américains qui en faisaient. Vous parliez de sanctions extraterritoriales, tout le monde disait les Américains. C'est vrai que les Américains en font. BNP, par exemple, le sait bien, d'autres entreprises le savent bien. Mais pas que. La Chine aussi. La Chine a commencé à en faire, par exemple, massivement sur la Corée du Sud en 2016, pour un équivalent de 7 milliards de dollars par an. C'est pas rien. Puis après, elle l'a fait sur l'Australie. Puis là, en ce moment, elle est encore en train de le faire sur la Lituanie, par exemple. Sur l'Australie, pour vous donner juste un exemple, parce que c'est une statistique généralement qui parle assez bien, en janvier 2020, 51% du vin australien exporté allait sur le marché chinois. La Chine a mis des sanctions avec des droits de douane prohibitifs. Un an après, c'est passé de 51% à 1%. Donc vous êtes un exportateur de vin australien, vous avez 50% du marché qui a disparu, du jour au lendemain. Ils ont trouvé des marchés de substitution, alors pas la France, mais le Japon, la Corée du Sud, l'Asie du Sud-Est, etc. Mais là-dessus, les enseignements qu'on peut avoir en Corée du Sud sont extrêmement importants. Et quand, en 2016, vous disiez à Bruxelles ou même à Paris, il faut travailler sur la Corée, c'est intéressant, regardez, parce que c'est ce qui va nous arriver. La Chine le fait déjà sur ses voisins, et c'est normal, parce que les enjeux, notamment sécuritaires, sont bien plus importants. Puis après, elle est passée sur l'Australie, maintenant sur certains pays européens. Puis pendant très longtemps, on disait, mais non, la Chine ne le fera jamais contre l'Europe. Elle n'osera pas, je veux dire, on est une grande puissance commerciale. Elle l'a fait sur la Lituanie. La Lituanie, qui est membre du marché commun, membre de l'Union européenne, depuis un an, depuis septembre 2021, ne peut plus rien exporter et quasiment plus rien importer de Chine. Alors c'est pas beaucoup, c'est 1% de son commerce extérieur. On peut se dire, pas tant que ça. Et la Chine, elle est passée au niveau supérieur. Elle a commencé à dire aux entreprises européennes, si vous exportez vers la Chine, mais que vous avez dans vos biens exportés des composants ou des éléments qui viennent de Lituanie, nous n'en voulons pas. Concrètement, Volkswagen exporte une voiture en Chine qui a des roues qui viennent de l'usine continentale de Kaunas, c'est le nom de la ville, en Lituanie, vous ne pouvez plus l'exporter. Et donc là-dessus, nous, ça change la donne. On commence à dire, merde, la Chine va un peu plus loin que ce qu'elle faisait jusqu'à présent. Et donc ça nous force à réfléchir, et très clairement, ce que fait la Corée du Sud, c'est très intéressant. Très intéressant, et la Corée du Sud face à un vrai dilemme. Ils n'arrivent pas véritablement à s'en sortir. Je ne parle pas du niveau politique, mais au niveau juste des entreprises, on a une diversification. Une diversification qui a commencé il y a de nombreuses années. Samsung ne produit plus aucun téléphone en Chine. Alors qu'il y a 10 ans, la majorité des téléphones Samsung étaient produits en Chine. Maintenant, tout est fait au Vietnam. Le Vietnam, par exemple, est un des très grands bénéficiaires des rivalités sino-américaines et du fait que les grandes entreprises asiatiques se diversifient. Et diversifient surtout leurs sites de production. Grosso modo, si vous exportez vers la Chine, vous gardez vos... Si vous exportez... Deuxième fois. Si vous exportez vers la Chine, enfin en tout cas, si vous exportez pour le marché chinois, vous pouvez produire en Chine. Par contre, si le but c'est d'exporter ailleurs, vous ne produisez plus en Chine. Donc Samsung a gardé quelques-unes pas sur les téléphones mais d'autres en Chine, mais tout le reste qui est exporté dans le monde entier n'est plus en Chine, c'est au Vietnam. Et le Vietnam a considérablement bénéficié
de tout ça. Et vous avez même, par exemple, des usines de semi-conducteurs maintenant qui commencent à être construites au Vietnam par Samsung. Le Vietnam, en l'espace de 5 ans, est devenu le 3e partenaire commercial de la Corée. Grosso modo, ils produisent au Vietnam, ça revient en Corée, ça s'assemble en Corée, ça repart dans le monde. Et donc ça, c'est des dynamiques qui ne nous sont pas complètement étrangères. Évidemment, on suit ça, mais on a un temps de retard. Et les entreprises européennes au sens large ont un temps de retard là-dessus, en matière de diversification. Et très clairement, les Coréens et les Japonais le font à bas bruit, mais le font. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, s'il vous plaît, sur les déterminants de la poussée chinoise vers l'Arctique, les objectifs vus de Pékin et les risques vus de l'Occident? Merci. L'intérêt de la Chine pour l'Arctique, il est extrêmement ancien, notamment pour être, entre guillemets, comme les autres. C'est-à-dire, tout le monde s'y intéresse, la Chine doit s'y intéresser aussi. Il y a des questions purement commerciales. Par exemple, la fonte des neiges fait que la route du Nord, au nord de la Russie, va de fait être de plus en plus praticable. Et donc, la Chine a un intérêt à y traverser. La Chine développe des brise-glaces, notamment nucléaires, qu'elle ne produisait pas précédemment. Puis en matière de recherche scientifique, dans les Svalbard, en Norvège, etc., elle va être de plus en plus présente. Donc l'objectif de la Chine, c'est de dire on y est. Et étant donné qu'on est une grande puissance, on a un mot à dire. Alors pour nous, des fois, c'est un peu difficile parce que les Français disent pourquoi? Puis les Chinois nous répondent vous intéressez bien à l'Arctique, vous avez bien une place d'observateur dans certaines institutions liées au pôle, pourquoi pas nous? Par exemple, un des grands enjeux pour la Chine, c'est de l'autre côté, en Antarctique, d'avoir une place. L'Antarctique, vous voyez, vous avez tous ces petits camemberts. Ce qu'a fait la Chine, c'est très intéressant. Elle n'a pas de camembert. Quand il y a l'accord, elle n'était pas membre de l'accord. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a construit 3 bases sur une ligne. Donc vous prenez le pôle sud, vous allez sortir de l'Antarctique, vous avez ces 3 bases sur une ligne. Grosso modo pour dire, le jour où on a un camembert, on est prêt. On a nos trois bases qu'ils ont pris sur l'Australie. Les Australiens sont un peu problème. Mais donc là-dessus, l'objectif de la Chine, c'est d'être présente. Après, quand on a des articles sur la Chine veut conquérir l'Antarctique, contrôler l'Arctique, faut relativiser. La Chine, elle a beaucoup de capacités, elle n'a pas non plus 75% des capacités au monde. Donc, des fois, il y a un peu, entre guillemets, une excitation sur ce que ferait la Chine ou ce que voudrait faire la Chine. Ce qu'elle veut, c'est, comme les autres pays, avoir une place un peu partout, d'où son renforcement de la place dans toutes les organisations internationales en général. Quand ça marche pas, quand c'est pas suffisant, on fait des organisations internationales alternatives, c'est-à-dire qui vont concurrencer des existantes ou permettre à la Chine d'être plus présente dans de nouvelles organisations, notamment régionales, et puis c'est d'avoir son mot à dire. Et ça, vraiment, c'est après quelque chose que nous, on doit gérer, c'est-à-dire qu'il est normal que la Chine ait une place plus importante qu'avant dans les organisations internationales. Parce que son poids économique et autres est plus important qu'avant. La question, c'est, évidemment, ça se fait en partie au détriment de nos intérêts. La question, c'est comment est-ce qu'on limite l'impact sur nos intérêts et comment est-ce qu'on s'assure, par contre, que même si la Chine est plus présente dans les organisations internationales, elle ne détourne pas leur fonctionnement avec des pratiques ou des méthodes que nous considérons comme illégales, en tout cas comme soit non démocratiques, soit à éviter, etc. Et ça, c'est toute une question. Et en fait, c'est pour ça que le débat sur la Chine, il doit se poser dans ces termes. C'est pas est-ce que la Chine, c'est une menace ou pas une menace. C'est pas est-ce qu'on va faire la guerre à la Chine ou pas. Parce que dès que vous faites un plateau télé, on vous dit on va pas faire la guerre à la Chine. C'est pas le sujet. Personne ne dit qu'on va aller faire la guerre à la Chine. La question, c'est comment est-ce qu'on défend nos intérêts, comment est-ce qu'on fait en sorte que la Chine, évidemment, soit intégrée dans le système international et qu'elle y ait sa place, mais en évitant qu'elle change le système international à son profit et que ça aille à notre rencontre. Et ça, c'est l'équilibre qui est assez difficile à trouver et que les Européens, les Américains essaient de trouver. Donc il faut éviter d'aller dans une relation purement confrontationnelle. Mais en même temps, à un moment, l'idée que la Chine est un pays en développement, on peut faire des concessions, aujourd'hui, c'est plus du tout un discours qui est acceptable et qui est accepté au plus haut niveau, que ce soit en France, en Europe et évidemment aux États-Unis. Nous pourrions faire durer le plaisir encore assez longtemps, mais il faut hélas interrompre. Je vous invite d'abord à suivre M. Antoine Bondaz, parce qu'on peut le suivre sur ce qu'il écrit, sur ce qu'il publie, sur les comptes Twitter. Il me reste à vous remercier de cette intervention très complète. Je note au passage que vous avez évoqué
quelque chose qui me paraît fondamental, c'est la lecture que vous faites de ce que la Chine publie, et en lui donnant le sens qu'il faut lui donner, non pas le sens qu'on espère voir au sein de la copie. Puis un élément intéressant, plus qu'intéressant, c'est la sécurité politique. Finalement, peut-être que la guerre en Ukraine sera un électrochoc, parce que nous avons besoin de sécurité politique chez les Occidentaux, aux États-Unis, avec probablement une vision démocratique très différente de la démocratie chinoise, qui n'en est pas une. Mais c'est peut-être un élément intéressant pour établir une stratégie de long terme et qui permettra d'avoir des réponses à donner face à ce qui se trame dans cette recomposition géopolitique. Merci à vous, Monsieur Mondaz, et à très très bientôt. Merci. Merci.